Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes samedi matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés. Vous savez, ce matin, je me posais la question. Il y a des gens, en fait, qui se la coulent douce, le samedi. Et puis, il y en a d'autres qui travaillent. Non, c'est pas le mot. Qui jouent. Ouais, qui jouent au théâtre. Eh oui, du lundi au samedi. Et c'est le cas de mon invité. Alors, on va parler de son activité théâtrale. C'est Christiana Reali qui est avec nous sur le plateau de Thé au Café ce matin. Bonjour, Christiana. Bonjour, Catherine. Oui, le samedi, le dimanche, ça correspond à rien pour vous. Bah oui. Bon, mais c'est bien quand même, parce que c'est une passion, c'est pas un travail. Exactement. C'est bien. Alors, vous êtes au petit théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est un petit théâtre. Alors, je dis à ceux qui ne sont pas encore allés vous voir que c'est agréable parce qu'il y a une proximité et presque une promiscuité avec les acteurs, pour nous, public, et inversement, évidemment, pour vous. Ça ne donne pas un trac supplémentaire? Alors si, justement, je trouve que c'est un petit grand théâtre, le Petit Saint-Martin, parce que la salle est différente des autres théâtres. C'est vraiment un grand plateau assez large, même si c'est pas une grande jauge. Et c'est vrai qu'on est du coup très près. Et c'est un jeu différent, en fait, parce qu'il faut les oublier complètement, et c'est très difficile. Alors ça s'appelle Ment. Vous savez ce que les adolescents disent? Oui. Ment Non. d'une manière un peu nonchalante. Hein, c'est Ouais, ça. non, Ouais. non, tout le temps, c'est vrai. Voilà. Alors on va parler évidemment de la pièce. C'est une pièce contemporaine de Fabrice Melchior. Vous êtes avec Robin Cosse sur ce plateau, sur le plateau de ce théâtre. Vous êtes que deux. Puis il y a une personne d'ailleurs, c'est amusant, enfin on vous en parlera parce qu'il y a une scénographie, il y a un décor, il y a quelque chose de très original et très singulier. Vous savez, on aime bien dans l'émission revenir en arrière. Tenez, Christiana, ça vous rappelle qui, ça? Oh, mon papa, Ouais. et qui me manque trop, avec une de mes sœurs, parce qu'on est 4 filles, là, on était à la plage au Brésil quand on était petits. C'est un moment de câlin, de Ah tendresse. oui, et puis là, ce côté fier, au fait, en fait, c'est nous qui lui faisons plus un câlin que lui qui nous fait un câlin, là. On voit qu'il est bien, comme un Beau pacha. garçon, beau garçon. Et beau garçon, et surtout, un père génial. Vous y avez passé vos 8 premières années à Sao Paulo et au Brésil. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Alors, mon père était journaliste, correspondant de presse en France. Enfin, il était journaliste au Brésil et il travaillait pour une radio, pour une télévision. Et puis, quand on est venu en France... Il était connu? Oui, il était connu. Alors, au Brésil, comme c'est très grand et que c'est des États, il était très connu dans le milieu journalistique et surtout très connu à São Paulo, puisqu'il a fait la radio pendant 50 ans, jusqu'à sa mort. Et il avait une voix très connu. Et quand il a écrit un bouquin, justement, qui parlait de son métier, il y a eu énormément d'auditeurs qui sont venus se faire signer le livre, dédicacé, et qui disaient « Je suis né avec vos informations à 7h30 du matin, à la radio, dans les voitures, au taxi. » Vous avez accompagné des milliers de gens. Des milliers de gens. Ouais. Et votre mère? Et ma mère, elle ne travaillait pas. Elle a élevé ses 4 filles. Vous auriez aimé qu'elle travaille? Alors, elle a travaillé jusqu'à ma naissance dans un cabinet d'avocats. En fait, ils se sont mariés très très jeunes et ils ont eu des enfants très très jeunes. Et jusqu'à ce que mon père puisse avancer dans sa carrière, elle travaillait. Et puis, après ma naissance, je suis la 3e. Il y avait du boulot quand même. Il y avait du boulot, et puis on est venu vite après à Paris. Il fallait quand même gérer tout ça. 4 filles, est-ce que vous auriez aimé avoir un frère? Ah oui, j'aurais adoré. Alors, je suis très contente d'avoir mes sœurs. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, je rêvais que ma grande sœur soit mon grand frère, parce que j'imaginais qu'elle allait me sortir. Et je disais, oh, en plus, elle était très belle, alors je disais, oh, il serait trop beau, il me sortirait. Vous parliez de sexe entre vous? Vous parliez du sexe opposé, vous disiez, ah, les garçons, ils sont comme ci, comme ça. Il y avait une sorte de mystère? Oui, on parlait pas mal de garçons. On n'allait pas trop dans les détails, mais on a quand même on s'est beaucoup confié sur les garçons, oui, et sur les histoires de sexe, de premiers rapports et de filles, quoi. Quelle éducation vous avez reçue? Alors, j'ai eu une éducation à la fois très tradi-brésilienne et très bohème, parce que mon père travaillait à la maison. Et donc, c'était un QG, au fait, chez moi. On disait d'ailleurs, beaucoup de Brésiliens, des personnalités très, très connues, disaient que chez mon père, chez mes parents, c'était l'ambassade non officielle du Brésil. Que si on allait à Paris, si on passait pas chez les Reali, c'est qu'on n'a pas vu la tour. On pouvait rater la Tour Eiffel,
On pouvait rater les Champs-Élysées, on pouvait rater plein de choses à Paris, mais on ne pouvait pas rater une soirée, en tout cas, avec mes parents qui étaient très bohèmes, qui recevaient énormément de monde, qui nous couchaient pas. Je ne me rappelle pas de mes parents. Donc, ils recevaient des exilés, donc des opposants. Beaucoup d'exilés, beaucoup et même pas seulement brésiliens, d'Amérique latine, des gens qui, par exemple, des présidents qui sont devenus présidents après, comme Cardozo était un ami de mes parents. Il donnait cours à l'université en France à une certaine Donc, un lieu de époque. rencontre. Donc, c'était un lieu, voilà. Et puis, il aimait agora. beaucoup aller dîner, mon père. Donc, il emmenait tout le monde dans un petit bistrot brésilien pour manger. Donc, c'était vraiment assez bohème. Quel est le premier mot que vous avez dit en français? Alors, le premier mot, c'était une baguette. Parce que je me rappelle que c'était très nouveau pour nous de pouvoir sortir dans le quartier à 8 ans, 9 ans, 10 ans et pouvoir aller acheter la baguette, pour aller acheter du lait, acheter un petit truc. Et pourquoi c'était nouveau? Parce qu'au Brésil, on ne fait pas ça. Et on fait quoi? Au Brésil, il faut prendre la voiture ou alors on ne sort pas comme ça dans la rue. Les quartiers ne sont pas organisés comme en France, où il y a tout. Il y a la rue commerçante, où il y a tous les commerces. Non, si on était dans un immeuble, oui, on pouvait avoir rien pendant, je sais pas, au moins 10 minutes, un quart d'heure de marche, un commerçant. Et donc, à São Paulo, c'est comme ça, on ne sort pas dans la rue marcher. Donc vous vous sentiez très libre en arrivant à Paris. Alors ma mère a dit, va acheter une baguette. Et j'ai une baguette, je me rappelle. Et la dame, elle me disait, avec ceci. Et je me demandais pourquoi ça voulait dire quoi. Je comprenais avec saucisse. Je dis, pourquoi elle me demande avec saucisse? Avec ceci et avec ceci. C'est des mots comme ça qui me viennent, que je ne comprenais pas. Ensuite, vous avez appris le français, évidemment, en classe, à l'école, mais aussi grâce à des cours d'art dramatique aussi, de théâtre. Oui. Ça vous a beaucoup aidé? Oui, en fait, on a été bilingue très très vite parce que, comme on est venu pour rester 2 ans, mon père nous a mis dans une école publique française avec classe de nature, cantine, tout. On a eu droit à tout. De 8h du matin à 6h du soir, on était en immersion totale. Il s'est dit, elles rentreront bilingues en français. Mais vous auriez pu garder votre accent? Oh, à 8-9 ans, je pense Non. que c'est rare. Oui, mes parents, ils ont gardé leur accent toute leur vie, quoi. Et même ma mère, aujourd'hui, toujours beaucoup d'accent. Elle vit en France. Eux, ils n'ont jamais perdu leur accent. Et après, à 12 ans, elle nous a inscrits à ce cours d'art dramatique qui corrigeait les accents. Mais c'était pas que pour ça, c'était aussi pour un loisir. C'était pour mettre nous trois comme ça le mercredi après-midi. Alors ça devient une vocation. Vous passez vos premiers essais, on le sait, hein, c'était pour la Boom. Bon, c'est pas vous qui serez retenu. Vous pensez que vous auriez eu une autre carrière si ça avait marché, la Boom? Au lieu que ce soit Sophie Marceau, ce soit Christiane Areali. Vous êtes posé la question? Alors, je pense sincèrement qu'à 14 ans, entre 13 et 15 ans, je correspondais à une période où le cinéma cherchait des jeunes filles comme Emmanuelle Béard, comme Marceau et tout ça, et que je correspondais à ce physique-là, ou ce genre de personnalité pour démarrer dans ce métier. Et qu'après, comme ce n'était pas du tout ma vocation à ce moment-là, ni celle de mes parents, non, on devait rentrer au Brésil, hein, je ne devais pas continuer. Pour eux, bon, voilà, c'était comme ça. Un passage. Voilà, c'est pour me faire... Mais je ne sais même pas si... Je n'ai même pas su s'ils savaient que j'avais fait des castings, tout ça. Je crois qu'ils étaient tellement pas là-dedans. Et eux, ils voulaient qu'on rentre à telle heure. Et puis c'est tout. Après, ce qu'on faisait dans la journée, ils s'en occupaient pas trop, en fait. Et voilà, ça me passait même pas par la tête de faire carrière à ce moment-là. Mais je pense qu'après, quand j'ai décidé de faire carrière, je ne correspondais plus à ce genre de physique à la mode, de personnalité à la mode et tout ça, qui étaient des filles qui avaient beaucoup plus de, comme ça, du chien, du caractère plus populaire, qui étaient les Béatrice Dalle. Il y avait beaucoup d'actrices qui démarraient en même temps que moi à l'époque où j'ai démarré, qui avaient plus de caractère, beaucoup plus de personnalité. Et un peu borderline. Oui, voilà. C'était une autre mode. Voilà. Donc je correspondais plus à cette mode-là. Donc peut-être qu'à cette époque-là, j'aurais pu une chance. En tout cas, à chaque fois, je me faisais remarquer par Besnéard pour un autre film aussi. Et voilà. En tout cas, la suite, elle est plutôt jolie. Oui. Elle nous est racontée ce matin par Laurence Boulet. Christiane Areali, votre terrain de jeu favori, ce sont les planches. Alors, voici votre vie en 3 actes. Acte 1. La pièce s'articule autour d'un personnage central, Francis Huster, votre beau professeur du cours Florent. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Francis Huster, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a tout appris. Pendant presque 20 ans, vous partagez votre vie avec lui. Oh là 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 là, il est cuit! Et la scène aussi. Est-ce que je vois, vous avez formé de grands projets? De grands projets et de grands auteurs.
De Molière à Guitry en passant par Rostand, vous avez tout joué. Pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère. Puis, coup de théâtre, côté court, vous vous séparez de votre partenaire, même si côté jardin, vous continuez à lui donner la réplique. Je suis folle de rage. Acte 2, c'est le temps des grandes sagas télé, comme Terre Indigo. Ce feuilleton-là, en tout cas, m'a apporté beaucoup. Et surtout une grande notoriété. Mais avec le 7e art, il semble y avoir un quiproquo. Même si vous avez pour partenaire Belmondo ou que vous êtes à l'affiche des films de Claude Lelouch, le cinéma vous délaisse un peu, mais rien de tragique. Le drame aurait été de vous enfermer dans des rôles d'héroïne romantique, mais vous choisissez un autre dénouement. Juste avant, court entr'acte. Petite improvisation en hommage à vos origines brésiliennes. Allez, on arrête là, la pièce reprend. Acte 3, un nouveau protagoniste entre en scène, John Malkovich. John a quand même changé beaucoup de choses pour moi. En vous dirigeant dans Good Canary, il casse votre image d'ingénu et vous vous lancez dans des rôles moins attendus. J'ai une sclérose en plaques, docteur Feldman. Ça a l'air idiot comme ça, mais ça me donne le cafard. Vous jouez aussi du Tennessee Williams. Je me sens comme une chatte sur un toit brûlant. Vous vous amusez même à vous enlaidir. Bref, toute une vie sous les feux de la rampe. Nous, on va baisser le rideau, même si pour vous, la pièce est loin d'être achevée. Christiana, qu'est-ce que vous diriez à cette jeune première là qui est en face de vous là? Regardez la photo, elle est toute jeune. Elle a quoi, une vingtaine d'années? Vous lui dites chapeau, Non, beau parcours? Je lui dis surtout qu'elle fait vraiment ce qu'elle aime, en fait. Et que parfois, on a des démarrages comme ça, on démarre et on explose. Et après, bon, les choses sont plus calmes. Or, maintenant, j'ai une liberté et dans le jeu, dans ma façon de jouer et de mes choix, au théâtre surtout, qui me rendent tellement heureuse et tellement... Je m'enrichis. Au fait, ça s'arrête pas. J'ai pas l'impression, voilà, que je fais mon petit métier pépère. Je pense par exemple avec la pièce qu'on est en train de jouer, c'est un risque que j'ai pris. J'aurais pu jouer une grande pièce dans un grand théâtre parisien, une comédie avec une vedette comme partenaire masculin et tout ça. Si la pièce, évidemment, j'aurais rêvé, hein, si la pièce me plaisait. Si c'est pas ce que j'ai envie de jouer, bah c'est pas grave, je fais autre chose. Et c'est vrai que je suis contente de ça, de pouvoir me faire plaisir. Le cinéma fait peu appel à vous, c'est ce que disait Laurence, et c'est la réalité. Ça vous agace? Vous l'expliquez comment? Ça m'agaçait quand j'étais plus jeune et que je comprenais pas, au fait, le manque de curiosité, parce que au théâtre, on m'a fait confiance et aujourd'hui, je fais des rôles qui n'ont rien à voir avec ce qu'on imagine de moi. Pensez, Christiana, que les réalisateurs ne viennent pas au théâtre? Si, mais je pense qu'ils se disent, tant qu'ils n'ont pas vu un film avec un rôle fort, où ils se disent, ah oui, voilà, réali, oui, sauf qu'il faut... Donc ils n'ont pas d'imagination? Bah, je pense, ouais, et puis on est beaucoup, il y a beaucoup d'actrices qui sont aussi magnifiques et au lieu de prendre un risque avec Réali, peut-être qu'on prendrait moins de risques avec une telle qui nous a déjà montré une facette, je sais pas. Après, moi, j'ai arrêté de chercher, en fait, mais quand on est jeune, on fait des castings, on est entre nous, les comédiens, les comédiennes, il faut faire ça, ils cherchent quelqu'un, on veut le faire. Après, moi, j'ai pas fait ce métier pour être malheureuse, j'ai pas fait ce métier pour être... Vous l'avez été, malheureuse? Non, mais quand on fait beaucoup de casting au début, il faut être armé pour ne pas... Humiliant, c'est humiliant. Parfois, oui, on est humilié. Parfois, on n'est pas humilié par les gens, on est humilié que ça passe pas. J'ai pas eu droit à ça parce que très vite, j'ai fait autre chose. Très vite, j'ai été, entre guillemets, hein, tout est relatif, mais quelqu'un au théâtre, quelqu'un à la télévision, dans les sagas. Donc, j'ai jamais été, comment dire, mis de côté complètement. Est-ce que vous avez connu le chantage sexuel? Ah non. Oui, style promotion canapé? Non. Ça existe? Ah bah sûrement. Sûrement, ça existe. Par contre, j'ai pas connu ça, mais j'ai connu quelqu'un à qui on a refusé, non pas de coucher, mais une histoire d'amour. Quelqu'un qui vous met de côté à cause de ça. Quelqu'un qui pensait à vous pour plein de projets, mais pas parce qu'il voulait coucher avec vous, parce qu'il pensait vraiment à vous. Comme par hasard,
quand vous ne voulez pas d'histoire avec cette personne, les projets ne se font plus. Ça, je connais. Mais le vrai chantage en disant si tu veux réussir, il faut que tu couches avec moi, non. C'est pas très louable non plus. Hein. Non. Non. Comment vous êtes retrouvée dans Camping 3? Alors, j'avais fait un tout petit rôle dans Turf de Teniente. Et il m'a rappelé en me disant, écoute, il y a une scène, on pense à toi avec Franck, ça nous ferait hyper plaisir que tu la fasses. Lila, elle est spéciale, dis-le-moi si ça te plaît ou pas. Et moi, ça m'amusait, mais tellement, parce que justement, Catherine, moi, je suis plus à vouloir faire une carrière, à vouloir prouver. J'ai plus l'âge de ça, d'abord. Et puis, ça me faisait plaisir de jouer ça. Ça m'a fait marrer à la lecture. Et je me suis marrée en le faisant et en le voyant. Et donc, je préfère presque faire des choses qui m'éclatent comme ça que de faire un rôle moyen quelque part, en fait. Je voudrais connaître vos goûts cinématographiques. Si je vous dis, là, il va y avoir 5 affiches. Juste à la fin du monde de Xavier Dolan, Bridget Jones, Baby, La danseuse, Victoria et Le ciel attendra, avec Sandrine Bonner, pardon. Oui. Vous auriez aimé quoi? Moi, j'aurais aimé Le ciel attendra et Xavier Dolan. Moi, je pense que les gens me voient toujours très comme ça, comme une égérie, mais je suis pas. Je suis faite pour faire des films comme ça. Je suis pas du tout quelqu'un qui, quand je joue, je me regarde pas. Je suis pas là en train de me dire, je suis belle, pas belle. Je vais pas bouger trop la tête parce que ça va me faire un double menton. Vous avez suis pas été du tout comme ça. une égérie aussi, non, de produits Oui. beauté. Donc, Oui, mais dans ma personnalité, je ne bien suis sûr. pas. Sauf que Mais du coup, l'image, on s'enferme dans une image, non? on s'enferme dans une image. Mais est-ce que ça empêche Marion Cotillard d'être Dior et de faire Les Frères Dardenne ou le film de Jacques Audiard où elle fait une chômeuse avec un petit chouchou sur la tête? Ça n'empêche pas. Je pense que c'est le manque de... Voilà, je pense que, comme vous disiez, un manque peut-être de... Et de curiosité. Curiosité, plus que d'imagination, de curiosité, je pense.